Mon père m'a poinflé à sa fête d'anniversaire, tu es une honte pour le nom de la famille. Je te rai de mon testament de 31 millions de dollars. Les invités ont ri et ont tout filmé avec leur téléphone. Je suis parti en larmes. Le lendemain matin, une équipe d'avocats a frappé à la porte de mon appartement. L'un d'eux a ouvert un dossier et ce qui se trouvait à l'intérieur m'a fait tomber à genoux. Je m'appelle Ramona Blackwell et j'ai 28 ans. Toute ma vie, je me suis sentie comme une étrangère dans ma riche famille. Je n'ai jamais compris pourquoi jusqu'à ce que mon père me gifle lors du gala de son 60e anniversaire, devant 200 invités de l'élite. Il a crié que j'étais une honte pour le nom des Blackwell et m'a déshérité de son testament de 31 millions de dollars. Humilié, je me suis enfui en larmes. Mais ce qui s'est passé le lendemain matin a changé tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Avant de continuer cette histoire incroyable, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà eu l'impression de ne pas être à votre place. Mes plus lointains souvenirs sont ceux de mes déambulations dans les froids couloirs de marbre du manoir des Blackwell à Beacon Hill. La maison était magnifique à tous points de vue. 560 mètres carrés d'aristocratie bostonienne de la vieille fortune. Mais bien que j'ai grandi entouré de luxe, je ne me suis jamais senti chez moi là-bas. J'étais la pièce du puzzle qui ne s'emboîtait pas tout à fait. Avec le recul, les différences physiques auraient dû être évidentes. Les Blackwell étaient tous grands, à la peau claire, avec des cheveux blonds et raides et des yeux bleus. Le parfait look d'aristocrate de la Nouvelle-Angleterre qui a orné les pages mondaines pendant des générations. Et puis il y avait moi, mesurant 1m62, avec une peau mate, des cheveux noirs et bouclés, et des yeux marron foncé. Quand j'étais petite, les voisins demandaient souvent si j'avais été adoptée. Ma mère changeait rapidement de sujet, son sourire crispé et forcé. Mon père, Robert Blackwell, a bâti son empire immobilier à partir d'un héritage déjà conséquent. Il était sévère, calculateur, avec des exigences très strictes pour tout le monde autour de lui, en particulier ses enfants. Rien de ce que je faisais ne semblait jamais lui plaire. Mes projets artistiques étaient rejetés comme étant futiles, mes résultats scolaires n'étaient jamais assez bons. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère, est devenu le refrain de mon enfance. Ma mère, Eleanor, était encore plus complexe. Une mondaine de Boston jusqu'au bout des ongles. Elle maintenait une distance froide tout en étant étrangement surprotectrice. Elle a catalogué chaque moment de mon enfance avec une précision quasi obsessionnelle. Des photos professionnelles tous les 3 mois, des journaux détaillés de mon développement, des dossiers médicaux méticuleusement organisés. Pourtant, la chaleur émotionnelle était toujours absente. Elle faisait des crises de panique si je m'éloignais de sa vue au centre commercial, mais me serrait rarement dans ses bras ou me disait « Je t'aime ». Le contraste avec la façon dont il traitait mon frère Jackson était frappant. De 2 ans mon aîné, Jackson était l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. Grand et blond comme notre père. Il pratiquait les bons sports, fréquentait les bonnes écoles et suivait docilement Robert dans l'entreprise familiale. Leur lien était naturel, facile. Le mien était forcé, maladroit. D'étranges incidents ont parsemé mon enfance et n'ont jamais eu de sens jusqu'à maintenant. Quand j'avais 9 ans, nous avons fait un projet sur les groupes sanguins en cours de sciences. Mon père et ma mère étaient tous les deux de type A, et Jackson était aussi de type A. Je suis rentré à la maison, excité de dire que j'étais de type B. Au lieu de la réponse décontractée que j'attendais, ma mère a laissé tomber un verre en cristal, le brisant en 1000 morceaux sur le sol de la cuisine. « Tu as fait une erreur », a-t-elle insisté, bien que la science fût basique. Le sujet n'a plus jamais été abordé. Les photos de famille étaient une autre bizarrerie. Il n'y en avait presque aucune de moi en tant que nouveau-né, alors que l'album de bébé de Jackson débordait de photos. Quand j'ai posé la question, ma mère a prétendu qu'il y avait eu des problèmes d'appareil photo pendant mes premiers mois. La plus ancienne photo de moi datait de mes 6 mois, déjà avec une tête pleine de cheveux noirs et bouclés. Adolescente, je me suis rebellée contre le moule des Blackwell de toutes les manières possibles. J'ai supplié d'aller à l'école publique au lieu de l'académie privée où des générations de Blackwell étaient allées. Je me suis teint les cheveux en violet, je me suis fait percer le nez et j'ai tapissé mes murs d'œuvres d'art au lieu des thèmes de la voile et de l'équitation que ma mère préférait pour notre maison. L'art est devenu mon refuge. Tandis que Jackson suivait notre père à des réunions d'affaires, je me perdais pendant des heures avec des fusains et des peintures. Quand est venu le temps de l'université, j'ai choisi la Rhode Island School of Design au lieu du parcours de la Harvard Business School que mon père avait tracé pour moi. La dispute qui s'ensuivit fut épique.
Robert a menacé de me couper les vivres, ne cédant que lorsque ma mère est intervenue dans une rare démonstration de soutien. Après l'obtention de mon diplôme, la pression pour rejoindre Blackwell Enterprises s'est intensifiée. C'est ton héritage, disait mon père, comme pour se convaincre autant que moi. Mais j'ai tenu bon, luttant avec des emplois de design mal payés tout en constituant mon portfolio et ma liste de clients. Il y a 3 ans, j'ai lancé ma propre entreprise de design graphique. Elle commençait enfin à prendre de l'ampleur, avec plusieurs clients nationaux et un prix de l'industrie le mois dernier. Je pensais que peut-être maintenant, enfin, mon père reconnaîtrait que mon parcours avait du mérite. Ma relation avec mes parents est restée tendue à l'âge adulte. Les dîners dominicaux obligatoires étaient des exercices de tension, avec ma mère posant des questions superficielles sur ma vie, tandis que mon père remarquait à peine ma présence. Jackson, maintenant vice-président de Blackwell Enterprises, dominait la conversation avec des discussions d'affaires qui m'excluaient délibérément. Le seul membre de la famille avec qui j'avais un lien était ma cousine Sophia, de l'âge de Jackson et fille de la sœur de mon père. Depuis l'enfance, elle était ma confidente. On dirait que tu es adoptée, plaisantait-elle quand nous étions adolescentes. Peut-être que tu as été échangée à la naissance avec le bébé d'une famille d'artistes. Nous rions, n'imaginant jamais à quel point elle était proche de la vérité. 2 incidents des dernières années me marquent. À Thanksgiving, il y a 3 ans, une grand-tante Pompette a fait remarquer à quel point il était étrange que je ne ressemble en rien à un Blackwell. Mon père a quitté la table brusquement. Ma mère l'a suivi, et leur dispute à voix basse a résonné dans le couloir, bien que je ne puisse pas distinguer les mots. Puis, à Noël dernier, j'ai surpris ma mère au téléphone disant, elle a 27 ans maintenant. Ne penses-tu pas qu'il est temps, avant de me remarquer et de mettre fin rapidement à l'appel? Quand j'ai demandé qui c'était, elle a prétendu que c'était son médecin pour un contrôle de routine. Le mensonge était évident, mais j'étais habitué au secret dans la maison Blackwell. Avec le recul, tous les signes étaient là. Je n'avais simplement pas le contexte pour les comprendre. L'invitation au gala du 60e anniversaire de Robert est arrivée dans une coûteuse enveloppe crème avec des lettres dorées, 2 semaines avant l'événement. Malgré notre relation tendue, j'ai senti un espoir familier monter en moi. Peut-être que cet anniversaire marquant l'adoucirait. Peut-être que mon récent prix de design, mentionné dans plusieurs publications de l'industrie, gagnerait enfin son approbation. J'ai passé des jours à trouver le cadeau parfait, un portfolio en cuir personnalisé avec le blason des Blackwell subtilement incorporé dans un motif artistique. J'ai aussi fait une folie pour une nouvelle robe, une robe de cocktail noir sophistiquée qui, je l'espérais, répondrait aux normes exigeantes de ma mère. Même à 28 ans, je désirais toujours leur approbation avec une intensité qui me gênait. Le domaine des Blackwell était transformé pour l'occasion. Des milliers de lumières blanches illuminaient les jardins. Un quatuor à cordes jouait près du grand escalier et des serveurs en uniforme circulaient avec du champagne et des hors-d'œuvre. 200 membres de l'élite de Boston s'y pressaient. Des politiciens, des PDG, des familles de la vieille fortune dont les histoires s'entremêlaient avec celles des Blackwell depuis des générations. Ma mère m'a accueilli à l'entrée avec des bises près de mes joues, prenant soin de ne pas tacher son maquillage parfait. « Tu es en retard » a-t-elle chuchoté, bien que je sois arrivé exactement à 19h comme spécifié. « Et n'aurais-tu pas pu faire quelque chose avec tes cheveux ?» Elle a tiré sur une de mes boucles avec désapprobation avant de se tourner pour saluer des invités plus importants. Jackson m'a trouvé au bar et m'a dirigé vers un groupe de ses collègues. « Voici ma sœur » a-t-il dit sans utiliser mon nom. Elle fait un truc d'art. Un homme m'a interrogé sur mon travail, mais Jackson a interrompu avant que je puisse répondre, se lançant dans le récit d'une récente acquisition de Blackwell Enterprises. Le dîner a été ponctué d'une série de toasts. Le plus vieil ami de Robert a loué son sens des affaires. Un sénateur l'a remercié pour ses généreuses contributions politiques. Ma mère a célébré son rôle de mari. Puis Jackson s'est levé, une flûte de champagne à la main, et a prononcé un discours soigneusement répété sur le fait de suivre les traces de son père. À la continuité de l'héritage Blackwell, a-t-il conclu en levant son verre vers Robert. J'ai attendu une quelconque reconnaissance de mon existence, mais rien n'est venu. Alors que le dessert était servi, j'ai été acculé par l'un des associés de mon père, qui a passé 20 minutes à m'expliquer pourquoi je devrais abandonner mon petit passe-temps de dessin et rejoindre l'entreprise familiale. Vous, les Blackwell, avez l'immobilier dans le sang, a-t-il insisté. Pendant un moment de calme dans la soirée, j'ai surpris mes parents en train de se disputer dans le bureau de mon père,
la porte légèrement entr'ouverte. Elle mérite de savoir la vérité, disait ma mère, la voix tendue. Après toutes ces années, Robert, le secret nous ronge. Pas ce soir, a-t-il sifflé en retour. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour défaire nos vies. Ils sont sortis quelques instants plus tard, se reprenant avant de rejoindre la fête. J'ai essayé d'agir normalement, mais des questions tourbillonnaient dans mon esprit. Quel secret, quelle vérité me cachait-on? Le point de rupture est survenu pendant le discours de mon père après le dîner. Debout devant les invités réunis, il les a remerciés d'être venus, a parlé de ses réussites professionnelles, puis est devenu ému en parlant d'héritage. Rien n'a plus d'importance que la famille, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Voir mon fils Jackson devenir l'homme qu'il est aujourd'hui, prêt à porter le nom des Blackwell avec honneur. Cela a été ma plus grande réussite. Il a fait signe à Jackson de le rejoindre, passant un bras autour de ses épaules. Quelque chose en moi a craqué. Des années à être ignorées, à être la déception de la famille malgré tous mes efforts, ont débordé. Quand les applaudissements se sont tus, je me suis approché d'eux. « Et votre fille ?» ai-je demandé, ma voix portant à travers la pièce soudainement silencieuse. « A-t-elle une place dans cet héritage ?» Mon père s'est raidi. « Ramona, ce n'est guère le moment. » « Quand est-ce le moment ? J'ai passé toute ma vie à essayer de mériter votre approbation. J'ai bâti une entreprise prospère selon mes propres termes. J'ai remporté le Milton Design Award le mois dernier, mais rien de ce que je fais n'est jamais assez, car ce n'est pas ce que vous aviez prévu pour moi. Son visage s'est assombri. Tu as choisi de rejeter la voix des Blackwell. J'ai choisi d'être fidèle à moi-même, ai-je répliqué. Pourquoi est-ce si impossible pour vous de l'accepter ? Les invités regardaient maintenant, le malaise palpable. Ma mère s'est avancée comme pour intervenir, mais mon père l'a écarté d'un geste. Tu as toujours été difficile, a-t-il dit, la voix montant. Toujours l'enfant à problème, toujours à lutter contre tout ce que cette famille représente. Peut-être parce que je ne me suis jamais senti faire partie de cette famille, ai-je rétorqué. Peut-être parce que vous et maman m'avez toujours traité différemment de Jackson. Quelque chose a brillé dans ses yeux. Pas seulement de la colère, mais de la peur. Tu n'as jamais été une vraie Blackwell, a-t-il craché. Les mots sont restés en suspens dans l'air, porteurs de plus de vérité qu'il ne le voulait. L'instant suivant s'est déroulé au ralenti. Sa main s'est levée et a heurté ma joue, le claquement résonnant dans la salle de bal silencieuse. La force m'a fait reculer d'un pas, en voyant une coupe de champagne proche s'écraser au sol. Des exclamations ont fusé autour de nous. Et puis sont venues les paroles qui allaient tout changer. Tu es une honte pour le nom de la famille. Je t'aurai du testament. Les 31 millions vont entièrement à ton frère. À travers mon choc, j'ai pris conscience des téléphones pointés vers nous. Plusieurs invités enregistraient la scène, certains souriant même de ce divertissement inattendu au dîner. Ma mère a tiré sur le bras de mon père, non pas pour me défendre, mais pour contenir les dégâts. Jackson se tenait à proximité, incapable de cacher sa satisfaction d'être le seul héritier. Les larmes ont brouillé ma vision alors que je fuyais à travers le manoir, attrapant mon manteau et mon sac à main. Derrière moi, la fête semblait reprendre, le scandale devenant déjà matière à potin dans l'allée. Sophia m'a rattrapé. Ramona, attends, a-t-elle appelé, à bout de souffle. C'était horrible. Je suis tellement désolé. J'en ai fini, ai-je dit, cherchant mes clés de voiture. J'en ai fini d'essayer d'être assez bien pour eux. Elle a saisi mon bras. Écoute-moi. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Il y a quelques années, j'ai trouvé des documents étranges dans le bureau de tante Eleanor, des dossiers médicaux, des lettres. Je ne les ai pas compris à l'époque, mais après ce soir. Je pense qu'il y a plus que ce que tu crois. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé. Je veux dire que peut-être il y a une raison pour laquelle tu ne t'es jamais intégré. Peut-être que, elle a hésité. Peut-être que tu devrais te renseigner sur ton acte de naissance. La pluie a commencé à tomber alors que je rentrais chez moi à travers les rues de Boston, les larmes coulant sur mon visage, ma joue encore cuisante de la gifle qui avait tout détruit. Mon appartement à Southend était l'antithèse du manoir des Blackwell, un petit 2 pièces avec des meubles dépareillés et des murs couverts d'œuvres d'art. Il était modeste mais authentiquement à moi, payé avec mes propres revenus malgré les rappels constants de mon père que je rejetais mon droit de naissance à la richesse. L'ironie de cette phrase allait bientôt devenir claire.
J'ai claqué la porte derrière moi et me suis effondré sur le sol, des sanglots secouant mon corps. La douleur physique de la gifle s'était estompée, mais l'humiliation publique et une vie de rejet m'écrasaient. Dans un accès de colère, j'ai saisi les quelques photos de famille que j'avais exposées et les ai jetées contre le mur, regardant les cadres se briser. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer de notifications. La vidéo circulait déjà. La fille d'un magnate de l'immobilier de Boston déshérité lors de sa fête d'anniversaire, titrait un article. Des amis envoyaient des messages inquiets. Des clients envoyaient des emails gênés à propos de la publicité récente. La réputation professionnelle que j'avais soigneusement bâtie était maintenant mêlée au drame familial des Blackwell. Vers minuit, un texto de Jackson. Tu as toujours su que tu n'étais pas à ta place. Maintenant, tout le monde le sait aussi. J'ai versé un verre de vin avec des mains tremblantes et j'ai essayé de donner un sens à la soirée. Les mots de Sophia résonnaient dans mon esprit. Quel document avait-elle trouvé? Que voulait-elle dire par « te renseigner sur ton acte de naissance » ? N'ayant plus rien à perdre, je l'ai appelée. Raconte-moi tout, ai-je exigé quand elle a répondu. C'était il y a 3 ans, a expliqué Sophia. Pendant ce Thanksgiving où tante Margaret a fait la remarque que tu ne ressemblais pas à un Blackwell. Tu te souviens comment tes parents se sont énervés et ont quitté la table? Je suis allé les chercher et j'ai trouvé ta mère dans son bureau, en train de fouiller dans une boîte à dossiers verrouillée. Elle ne m'a pas vu, mais elle pleurait. Plus tard, quand tout le monde prenait le dessert, je suis retourné là-bas en douce. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ai-je insisté. Des dossiers médicaux, surtout. Quelque chose sur des traitements hormonaux et des grossesses qui n'ont pas abouti. Il y avait aussi une coupure de journal, très vieille et jaunie. J'ai seulement vu le titre avant d'entendre quelqu'un arriver. Quelque chose à propos d'un bébé disparu. Un bébé disparu. Es-tu en train de dire que je suis? Je n'ai pas pu finir ma pensée. Je ne sais pas ce que je dis, a admis Sophia. Ça n'avait pas de sens à l'époque. Mais après ce soir, la façon dont oncle Robert a dit que tu n'étais pas une vraie Blackwell, ça m'a juste fait me poser des questions. Après avoir raccroché, j'ai passé des heures à regarder de vieilles photos, les voyant avec un nouveau regard, l'absence de photos de nouveau-nés, les différences physiques flagrantes, l'incohérence du groupe sanguin. Un sentiment de malaise grandissait dans mon estomac alors que les pièces commençaient à s'assembler. J'ai à peine dormi. Le matin, mes yeux étaient gonflés de larmes et ma tête me lançait. J'ai commencé à faire une valise, prévoyant de quitter Boston pour m'éloigner des Blackwell et de l'humiliation virale. Peut-être que j'irai à New York ou en Californie, quelque part où je pourrais me reconstruire. À exactement 9 heures du matin, on a frappé fermement à ma porte. J'ai supposé que c'était Sophia, ou peut-être un journaliste particulièrement audacieux, cherchant un commentaire sur le drame de la nuit précédente. Ce que j'ai trouvé à la place allait bouleverser tout ce que je pensais savoir sur moi-même. J'ai ouvert la porte pour trouver 3 personnes dans mon couloir. 2 hommes en costume cher et une femme tenant un dossier en cuir. Ils avaient l'air sérieux, professionnels. Certainement pas des journalistes. Ramona Blackwell, a demandé l'homme le plus âgé. Oui, ai-je répondu avec lassitude. Mon nom est Thomas Montgomery. Voici mes collègues, James Wilson et Sarah Chen. Nous sommes des avocats du cabinet et Montgomery & Associates. Pouvons-nous entrer? Nous avons une affaire urgente à discuter avec vous. Ma première pensée a été que Robert avait envoyé des avocats pour officialiser ma déshérence, peut-être avec une sorte d'ordonnance restrictive pour me tenir à l'écart de la famille. Une partie de moi voulait leur claquer la porte au nez, mais la curiosité l'a emporté. Bien, ai-je dit en m'écartant. Mon appartement était en désordre. Des valises à moitié faites, des cadres photos brisés, un verre de vin vide sur la table basse. Je ne me suis pas excusé. Nous nous sommes assis dans mon petit salon, les 3 perchés inconfortablement sur mes meubles d'occasion. Thomas Montgomery s'est éclairci la gorge. Mademoiselle Blackwell, je veux être clair dès le début. Nous ne représentons pas Robert ou Eleanor Blackwell. J'ai froncé les sourcils. Alors qui représentez-vous? Nous représentons Martin Hay, a-t-il dit, observant attentivement ma réaction. Votre père biologique. Les mots n'ont d'abord eu aucun sens, comme s'il parlait une langue que je comprenais presque. Je ne connais personne du nom de Martin Hay, ai-je dit lentement. Sarah Chen, la femme avec le dossier, s'est penchée en avant. Mademoiselle Blackwell, ou plutôt, je devrais dire,
mademoiselle est. Il y a 28 ans, une petite fille nommée Catherine a été enlevée de l'hôpital mémorial de Boston alors qu'elle n'avait que 3 jours. Son père, Martin n'a jamais cessé de la chercher. Et vous pensez que c'est moi? La question est sortie comme un murmure à peine audible. Nous savons que c'est vous, a dit James Wilson, le plus jeune homme. Nous enquêtons depuis des années. Lorsque votre travail de design a commencé à apparaître dans des publications avec votre photo, monsieur a remarqué la ressemblance avec sa défunte épouse, Claire. C'était assez frappant pour qu'il nous engage pour enquêter. C'est de la folie, ai-je dit en me levant. Je suis une Blackwell. Je veux dire, je sais que ma famille a des problèmes, mais ça. S'il vous plaît, a dit Montgomery, me faisant signe de m'asseoir. Laissez-nous vous montrer les preuves. Sarah Chen a ouvert son dossier et a commencé à poser des documents sur ma table basse. D'abord, un certificat de naissance pour Catherine Clairet, née le 10 avril, il y a 28 ans, mon anniversaire. Ensuite, une série de photos d'hôpital d'un nouveau-né avec une tignasse de cheveux noirs, ressemblant étrangement aux photos de bébés de moi qui n'avaient jamais existé dans la maison des Blackwell. Nous avons fait des tests ADN, a expliqué Wilson. Nous avons obtenu un échantillon d'une tasse de café que vous avez jeté après une réunion avec un client le mois dernier. Les résultats montrent une probabilité de 99,8% que vous soyez la fille de Martin Hay. Ce n'est pas possible, ai-je protesté. Mais ma conviction chancelait. Comment aurais-je pu être enlevé? Les Blackwell sont l'une des familles les plus en vue de Boston, ce qui les plaçait au-dessus de tout soupçon, a dit Montgomery d'un air sombre, et a facilité la création d'une trace écrite. Eleanor Blackwell a brièvement travaillé comme administratrice à l'hôpital mémorial avant d'épouser Robert. Elle avait accès au dossier, à la maternité. Chen a sorti d'autres documents, des coupures de journaux sur l'enlèvement, l'enquête qui est restée au point mort, des articles annuels à l'anniversaire de l'enlèvement montrant Martin et tenant des veillées, vieillissant année après année mais n'abandonnant jamais espoir. Puis sont venues les photographies de Martin Hay, un homme d'environ 55 ans avec une peau mate, des cheveux noirs et bouclés striés de gris et des yeux marron foncé, mes yeux. À côté, des photos d'une belle femme, Claire Hay, qui me ressemblait tellement que c'en était désorientant. Votre mère, Claire, est décédée d'un cancer il y a 5 ans, a dit Chen doucement. Son dernier souhait était que Martin vous retrouve. La dernière preuve était une série de photos me montrant à différents âges à côté d'images de vieillissement que la police avait créées de ce à quoi Catherine pourrait ressembler en grandissant. Les similitudes étaient indéniables. Mes jambes se sont dérobées sous moi. Je suis tombé à genoux sur le tapis. Le monde tournait autour de moi. 28 ans à me sentir comme une étrangère, à ne jamais être assez bien, à ne pas comprendre pourquoi je ne m'intégrais pas soudainement expliqué de la manière la plus inimaginable possible. Il m'a cherché pendant tout ce temps, ai-je réussi à demander. Montgomery a hoché la tête. Il n'a jamais abandonné. Chaque année, le jour de votre anniversaire, il mettait à jour les paramètres de recherche, engageait de nouveaux enquêteurs, explorait de nouvelles technologies qui pourraient aider à vous retrouver. Lorsque la technologie de reconnaissance faciale s'est améliorée, il a fait analyser vos photos de bébés chaque année dans les bases de données des réseaux sociaux. Votre talent artistique, a ajouté Chen, vient de votre mère. Claire était une peintre talentueuse. Lorsque votre prix de design a été présenté dans Creative Carterly avec votre photo, Martin l'a vu et nous a immédiatement appelés. La ressemblance avec Claire était trop forte pour être ignorée. Wilson a sorti son téléphone. Monsieur attend notre appel. Il a respecté votre vie privée et le choc que vous devez ressentir, mais il a attendu 28 ans pour parler à sa fille. Il y a plus, a dit Chen. Vous avez des frères et sœurs, des demi-frères et sœurs en fait. Martin s'est remarié il y a environ 15 ans. Vous avez un frère, Daniel, qui a 26 ans, et une sœur, Emma, qui a 24 ans. Ils ont grandi en entendant parler de leur grande sœur Catherine qui avait été enlevée. La pièce semblait basculer sur son axe. Une famille. Une vraie famille qui me voulait, qui m'avait cherché, qui partageait mon sang et peut-être mes intérêts et mes talents. La police a été prévenue, a expliqué Montgomery. Le détective Larson dirige l'enquête. Ils voudront vous parler, ainsi qu'au Blackwell. Comme par hasard, mon téléphone a sonné. C'était Sophia. Ramona, a-t-elle dit, la voix tendue par l'urgence. La police est à la maison. Ils interrogent tante Eleanor à propos d'un enlèvement. Qu'est-ce qui se passe?
La vérité m'a submergé par vagues. Chaque révélation plus accablante que la précédente. Je n'étais pas Ramona Blackwell. Je ne l'avais jamais été. La gifle qui avait semblé être la fin de mon monde était en fait le début de la découverte de qui j'étais vraiment. Les 48 heures suivantes se sont déroulées dans un brouillard. Le détective Larson, une femme compatissante dans la quarantaine, a pris ma déposition au poste de police. Elle a expliqué que l'affaire Catherine n'avait jamais été officiellement classée, bien que la piste se soit refroidie il y a des décennies. Votre mère biologique, Claire, n'avait que 23 ans à votre naissance, m'a dit Larson. Elle et Martin étaient des amours de jeunesse. Il montait son entreprise de menuiserie, et elle commençait à se faire un nom pour son article. Ils étaient aux anges de vous avoir. Elle m'a montré les dossiers originaux de l'affaire, l'appel frénétique au 911 de Martin, les images de sécurité de l'hôpital qui ne montraient rien de suspect, l'opération de recherche massive qui a suivi. Il y avait eu une personne d'intérêt, une employée de l'hôpital vue près de la nurserie, qui a ensuite démissionné sans préavis, mais ils n'ont jamais pu l'identifier de manière concluante à partir des images granuleuses. Eleanor Blackwell a travaillé dans l'administration de l'hôpital pendant 8 mois, a expliqué Larson. Elle est partie 2 semaines après votre enlèvement. À l'époque, personne ne l'a liée à l'affaire. Elle était Eleanor Sullivan alors, pas encore mariée à Robert Blackwell. J'ai appris qu'Eleanor avait subi plusieurs fausses couches avant mon enlèvement. Les dossiers médicaux montraient qu'elle avait été traitée pour une dépression sévère et avait passé du temps dans un établissement psychiatrique après avoir perdu un bébé à 7 mois de gestation. Nous pensons qu'elle a eu une crise psychotique, a dit Larson doucement. Cela n'excuse pas ce qu'elle a fait, mais cela peut aider à l'expliquer. Robert Blackwell est arrivé au poste pendant que j'y étais, le visage livide. Nos regards se sont croisés dans la salle d'attente, et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu me regarder sans déception. Au lieu de cela, il y avait du choc, de la confusion, et quelque chose comme du chagrin. Je ne savais pas, a-t-il dit lorsque Larson lui a permis de me parler brièvement. Ramona, ou quel que soit ton nom. Tu dois me croire. Je pensais que tu étais mienne. Comment pouviez-vous ne pas savoir que votre propre femme n'avait pas accouché, ai-je demandé. Nous étions en Suisse quand Eleanor a soi-disant commencé le travail, a-t-il expliqué, la voix creuse. Elle séjournait dans notre maison au bord du lac là-bas pour les derniers mois, voulant de l'intimité après les fausses couches précédentes. J'ai pris l'avion quand elle a appelé pour dire qu'elle avait accouché. Quand je suis arrivé, elle avait un bébé. Toi. Et tous les papiers semblaient en ordre. Une clinique privée suisse, un accouchement à domicile avec une sage-femme qui, mystérieusement, ne pouvait pas être contactée pour un suivi. Elle avait créé une fiction élaborée. Eleanor a été arrêtée ce soir-là. Les preuves contre elle étaient accablantes une fois qu'ils ont su où chercher. Une perquisition du manoir des Blackwell a découvert un compartiment caché dans le placard d'Eleanor contenant mon bracelet de naissance original de l'hôpital, une couverture avec les initiales KCH, et des coupures de journaux sur l'enlèvement. Le plus accablant était le journal d'Eleanor, qui relatait la détérioration de son état mental après sa dernière fausse couche, son obsession pour le bébé et qu'elle avait vu en travaillant à l'hôpital, et son plan élaboré pour m'enlever et créer une nouvelle identité. Le journal continuait au fil des ans, documentant sa peur constante d'être découverte et ses sentiments compliqués envers moi, un enfant qu'elle avait volé et pourtant élevé comme le sien. J'ai été autorisé à lire des parties du journal sous la supervision du détective Larson. Les mots d'Eleanor étaient glaçants. Le bébé ne nous ressemble en rien, mais Robert ne semble pas le remarquer. Il est tellement occupé par son travail et si reconnaissant d'avoir enfin une fille. Il voit ce qu'il veut voir. Mais parfois, quand elle me regarde avec ses yeux, des yeux qui ne sont pas les miens, je me demande si c'était une erreur. Et des entrées ultérieures, Ramona est si différente de Jackson. Il est un Blackwell jusqu'au bout des ongles, mais elle se bat contre tout ce que nous valorisons. Parfois, je surprends Robert la regardant étrangement, comme si inconsciemment il sentait que quelque chose n'allait pas. L'inné contre l'acquis. Nous lui avons tout donné, mais le sang découle dans ses veines. Eleanor a demandé à me voir après sa mise en accusation formelle. Contre l'avis de presque tout le monde, j'ai accepté une rencontre surveillée au palais de justice. Elle semblait petite dans sa combinaison de prisonnière standard. Son apparence soigneusement entretenue avait disparu. Quand elle a parlé, sa voix était à peine audible. « Je t'ai aimé, à ma manière brisée », a-t-elle dit. « Je sais que ça ne rend pas les choses justes. Je sais que j'ai volé ta vie,
ta vraie famille. Après tant de bébés perdus, quelque chose en moi s'est brisé. Quand je t'ai vu dans la nurserie avec tes boucles noires, si différentes des cheveux roux de la famille, je me suis convaincu que tu étais destiné à être à moi. Claire avait les cheveux noirs, les yeux corrigés. Tout comme moi. Tout comme Martin. Vous ne saviez même pas quel bébé vous voliez. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. La tromperie m'a consumé. Chaque étape de ton développement, chaque fois que tu te rebellais ou que tu prenais tes distances, je me demandais si c'était parce qu'au fond de toi, tu savais. Ton talent artistique, qui venait de ta vraie mère? J'ai essayé de le supprimer parce que c'était la preuve de ce que j'avais fait. Et père, ai-je demandé, a-t-il jamais soupçonné quelque chose? Je ne pense pas qu'il se le soit permis, a-t-elle chuchoté. Il y avait des moments où il vous regardait, toi et Jackson, côte à côte, et quelque chose passait sur son visage. Mais il me faisait confiance. C'est la plus grande trahison. J'ai utilisé sa confiance pour maintenir ce mensonge pendant 28 ans. Avant que je ne parte, elle a dit une dernière chose qui m'a hanté. Robert aimait, à sa manière, mais je pense qu'il a toujours senti que quelque chose n'allait pas, et cela a créé une distance qu'il ne pouvait pas comprendre. C'est de ma faute, pas de la tienne ni de la sienne. La frénésie médiatique a été immédiate et écrasante. L'héritière Blackwell se révèle être un bébé enlevé, criaient les gros titres. Les journalistes campaient devant mon immeuble. D'anciens camarades de classe et des connaissances donnaient des interviews sur le fait d'avoir toujours su que quelque chose clochait avec la fille Blackwell. La vidéo virale de la gifle a pris une nouvelle signification, analysée sans fin par des inconnus en ligne. Pendant tout ce temps, je suis resté dans un état de choc, essayant de digérer le fait que l'identité avec laquelle j'avais vécu pendant 28 ans était construite sur un mensonge criminel. Je n'étais pas Ramona Blackwell. J'étais Catherine. Et quelque part de l'autre côté de la ville se trouvait un père qui m'avait cherché toute ma vie. Le moment le plus surréaliste est venu quand j'ai finalement parlé à Martin et par téléphone. Montgomery a organisé l'appel, nous avertissant tous les deux que ce serait émouvant. Quand j'ai entendu sa voix, profonde, chaleureuse, avec un léger accent de Boston, quelque chose a résonné en moi. Catherine, a-t-il dit, puis il s'est corrigé. Désolé, Ramona. Je devrais t'appeler par le nom auquel tu es habitué. Je ne sais plus qui je suis, ai-je admis. Les deux noms me semblent étranges en ce moment. J'ai imaginé cette conversation pendant 28 ans, a-t-il dit, la voix brisée. Je te parlais même si tu n'étais pas là. Pour tes anniversaires, j'achetais un gâteau et je te racontais combien tu avais grandi, ce que tu pourrais être en train de faire. Je n'ai jamais cessé de croire que tu étais là, quelque part. Nous avons parlé pendant près de 2 heures. Il m'a parlé de Claire, de leur romance et Claire à l'école d'art, de leur excitation à l'idée de devenir parents. Il a décrit la chambre d'enfants qu'ils avaient préparée, avec des nuages peints au plafond et des livres pour enfants alignés sur les étagères. Je l'ai gardé, a-t-il dit. Toutes ces années, je l'ai gardé telle quelle, en espérant qu'un jour tu rentrerais à la maison. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain. En raccrochant le téléphone, j'ai senti quelque chose changer en moi, une pièce de mon âme se remettant en place après avoir été disloquée pendant 28 ans. La maison de la famille à Lexington ne ressemblait en rien au manoir des Blackwell, une maison coloniale modeste avec un jardin bien entretenu et un atelier à l'arrière où Martin dirigeait son entreprise de meubles sur mesure. Je suis resté assise dans ma voiture pendant près de 20 minutes, rassemblant mon courage pour monter l'allée jusqu'à la porte. Et si je le décevais, lui aussi? Et si, après 28 ans de recherche, je n'étais pas la fille qu'il avait imaginée? Finalement, je me suis forcé à m'approcher de la maison. Avant que je puisse sonner, la porte s'est ouverte en grand, et il était là. Martin était grand, avec des cheveux poivre et sel, une peau mate et exactement mes yeux. Nous sommes restés figés, nous observant, les larmes coulant sur nos deux visages. Catherine, a-t-il murmuré. Puis nous nous sommes étreints, tous deux en sanglots. C'était comme embrasser un étranger et rentrer à la maison tout à la fois. Quand nous nous sommes séparés, il a pris mon visage dans ses mains, étudiant mes traits avec émerveillement. Tu ressembles tellement à ta mère, a-t-il dit. C'est comme revoir Claire. L'intérieur de la maison était chaleureux et habité, avec des photos de famille partout et des meubles que j'ai appris plus tard que Martin avait fabriqués lui-même. Sa femme, Suzanne, une femme au visage bienveillant d'une 50aine d'années, m'a serré dans ses bras sans hésitation. Nous avons attendu si longtemps pour te rencontrer,
a-t-elle dit. Martin n'a jamais perdu espoir. Puis sont venus mes demi-frères et sœurs. Daniel, 26 ans, étudiait l'architecture et partageait la grande taille de Martin. Emma, 24 ans, était enseignante en maternelle avec une fibre créative. Ils avaient grandi en entendant des histoires sur leurs sœurs enlevées, en voyant des photos de vieillissement mises à jour année après année. C'est surréaliste, a dit Emma en me serrant dans ses bras. Nous avons parlé de toi toute notre vie, et maintenant tu es vraiment là. Nous avons passé la journée à partager des histoires, à regarder des photos et à découvrir des liens qui transcendaient notre séparation. J'ai appris que mon talent artistique était un héritage direct de Claire, dont les peintures étaient accrochées dans toute la maison. Martin m'a montré son atelier, préservé tel qu'elle l'avait laissé. Elle a toujours cru que nous te retrouverions, a-t-il dit. Même quand la police a abandonné, même quand les amis suggéraient que nous acceptions la perte et passions à autre chose, elle disait, notre fille est là-bas, en train de créer quelque chose de beau quelque part. Le moment le plus émouvant est venu quand Martin m'a conduite à l'étage jusqu'à une porte fermée. Ceci t'attend, a-t-il dit doucement. À l'intérieur se trouvait la chambre d'enfant, préservée depuis 28 ans. Le berceau, la table allongée et le fauteuil à bascule étaient toujours en place. Des animaux en peluche attendaient sur des étagères. Le plafond était peint de nuages duveteux et d'étoiles qui, j'ai appris, brillaient dans le noir. Une couverture de bébé avec Catherine, brodée dans le coin était pliée au pied du berceau. Je suis venu ici tous les soirs pendant des années, a admis Martin. Parfois, je le fais encore, juste pour me sentir proche de toi, pour tenir la promesse que je ne cesserai jamais de chercher. Sur la commode se trouvait une collection de cadeaux. 28 cadeaux d'anniversaire, un pour chaque année manquée. Tu n'es pas obligé de les ouvrir maintenant, a-t-il dit en me voyant les regarder. Ou jamais, si c'est trop. Mais chaque année, le 10 avril, j'achetais quelque chose que je pensais que tu pourrais aimer à cet âge. J'ai ouvert le premier, daté d'il y a 28 ans. À l'intérieur se trouvait un hochet en argent avec mes initiales et ma date de naissance. Nous l'avions fait faire avant ta naissance, a expliqué Martin. Il était dans ton berceau à l'hôpital. Eleanor a dû le laisser derrière elle quand elle t'a prise. Nous avons passé des heures à parcourir des albums de famille avec Martin et mes frères et sœurs, remplissant les histoires derrière chaque photo. J'ai vu des photos de Claire enceinte de moi, radieuse et pleine d'espoir. J'ai découvert les traditions de la famille, les blagues internes et les manies partagées qui expliquaient des habitudes que je n'avais jamais comprises chez moi, comme la façon dont je tortillais distraitement mes cheveux en me concentrant, exactement comme Claire l'avait fait. Pendant ce temps, les procédures judiciaires contre Eleanor ont avancé rapidement. Elle a renoncé à son droit à un procès, plaidant coupable de toutes les charges. Robert a demandé le divorce immédiatement et a présenté des excuses publiques à la famille et pour son rôle involontaire dans le fait de m'avoir tenu éloigné d'eux. L'enquête a révélé plus de détails sur l'enlèvement. Eleanor avait utilisé sa position à l'hôpital pour créer de faux documents. Elle avait planifié l'enlèvement pendant des semaines, élaborant une histoire complexe sur un accouchement en Suisse pour expliquer l'apparition soudaine d'un bébé. Robert, absorbé par l'expansion de son empire commercial et faisant entièrement confiance à sa femme, n'a jamais remis en question l'histoire. Une audience préliminaire a été programmée où les deux familles seraient présentes. La salle d'audience était tendue, les Blackwell assis d'un côté, la famille de l'autre, avec moi quelque part au milieu, n'appartenant pleinement à aucun des deux mais lié aux deux. Robert m'a approché avant le début de l'audience. Il avait l'air d'avoir des décennies de plus qu'à sa fête d'anniversaire quelques semaines plus tôt. Je t'ai manqué de respect, a-t-il dit simplement. Pas seulement le soir de la fête, mais toute ta vie. J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose dans notre relation. Mais je t'en ai blâmé, ou je me suis blâmé. Jamais je n'ai remis en question le fondement de tout cela. Vous ne saviez pas, ai-je dit, me surprenant par l'absence de colère dans ma voix. Un père devrait connaître son enfant, a-t-il insisté. À un certain niveau, je pense que j'ai senti que tu n'étais pas mienne biologiquement. Au lieu d'examiner ce sentiment, je t'ai repoussé, j'ai essayé de te forcer dans un moule qui n'était jamais fait pour toi. Je suis tellement désolé. Le développement le plus inattendu est survenu lorsque deux autres familles ont contacté le bureau du procureur. Toutes deux avaient des enfants qui avaient disparu d'hôpitaux à peu près à la même époque que mon enlèvement. L'enquête sur le passé d'Eleanor a révélé des liens avec les deux cas. Elle avait apparemment aidé à organiser de faux documents pour un réseau d'adoption au marché noir. Les registres ADN ont également permis de clore ces affaires. L'une a découvert que son enfant,
maintenant adulte et vivant en Californie, avait été élevé par un couple qui l'avait adopté sans le savoir par des voies illégales. L'autre cas a révélé une issue plus sombre. Leur enfant était décédé dans un accident de voiture à l'adolescence, sans jamais connaître sa véritable identité. Eleanor a finalement été condamnée à 15 ans de prison avec un traitement psychiatrique obligatoire. Sa déclaration officielle au tribunal a révélé l'étendue de sa dépression nerveuse après de multiples fausses couches et mortinescences. Je me suis convaincu que je sauvais un bébé qui, autrement, ne serait pas aimé, a-t-elle dit. J'ai créé un fantasme élaboré et nous y est tous piégés pendant des décennies. Pendant cette période, j'ai vécu dans un étrange entre deux familles et deux identités. J'ai légalement entamé le processus pour reprendre mon nom de naissance tout en gardant Ramona comme deuxième prénom, Catherine Ramonae. Mais les formalités administratives ne pouvaient pas résoudre la crise d'identité plus profonde à laquelle je faisais face. La réaction de Jackson aux révélations m'a surprise. Après une hostilité initiale et des accusations selon lesquelles j'avais en quelque sorte orchestré la situation, il est tombé dans un deuil confus. J'ai grandi en pensant que tu étais ma sœur, a-t-il dit lors d'une conversation difficile. Maintenant, je ne sais pas ce que nous sommes l'un pour l'autre. Nous sommes deux personnes qui ont grandi dans la même maison, lui ai-je dit. Quoi qu'il ait changé d'autre, cela reste vrai. Sophia est restée mon plus grand soutien du côté des Blackwell, assistant aux audiences du tribunal et m'aidant à gérer l'attention des médias. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, a-t-elle dit. Je n'aurais juste jamais imaginé quelque chose d'aussi extrême. Robert a essayé de se racheter à sa manière, en me rendant des biens d'enfance qu'il avait conservés et en offrant un soutien financier que j'ai poliment refusé. Martin avait créé un fonds en fiducie pour moi avec l'héritage de la famille, modeste par rapport à la fortune des Blackwell, mais significatif car il représentait le lien familial qui m'avait été volé. Alors que les procédures judiciaires se poursuivaient, j'ai commencé à passer plus de temps avec la famille, découvrant des traits communs et tissant des liens avec mes demi-frères et sœurs. Daniel et moi nous sommes liés par le design, son œil d'architecte complétant mes sensibilités graphiques. Emma a partagé les journaux de Claire avec moi, me permettant de connaître ma mère biologique à travers ses propres mots. Le moment le plus fort est venu quand Martin m'a montré l'atelier d'art de Claire, intact depuis sa mort. Elle voudrait que tu l'utilises, a-t-il dit. Peut-être pas tout de suite, mais quand tu seras prête. Debout au milieu de ses toiles, de ses pinceaux et de l'odeur persistante des peintures à l'huile, j'ai ressenti une connexion qui transcendait les années de séparation. Dans ses œuvres, j'ai vu des éléments de ma propre esthétique de design, une validation que certaines choses sont plus profondes que l'acquis, que la biologie et l'esprit peuvent communiquer à travers des décennies d'absence. 6 mois après que les avocats ont frappé à ma porte, je me tenais dans mon nouvel appartement, entouré de cartons de déménagement. Après mûre réflexion, j'avais choisi un endroit à mi-chemin entre Lexington et Boston, assez proche pour construire des relations avec la famille et tout en maintenant la vie indépendante que j'avais créée. Le processus de guérison n'a été ni simple ni linéaire. La thérapie est devenue une bouée de sauvetage alors que je travaillais sur le traumatisme complexe de découvrir que toute mon identité était basée sur un acte criminel. Vous vivez une forme unique de deuil, m'a expliqué ma thérapeute. Vous avez perdu le récit familial que vous croyez être le vôtre tout en gagnant un que vous n'aviez jamais connu. La famille m'a donné l'espace pour digérer à mon propre rythme, ne me poussant jamais à me conformer à leurs attentes ou traditions. Martin appelait régulièrement, mais terminait toujours nos conversations de la même manière. Aucune pression. Nous avons le temps de rattraper les années perdues. Un soir, Martin et moi avons dîné avec Robert dans un restaurant neutre. Les deux hommes, l'un qui m'avait élevé sans le savoir, l'autre qui m'avait désespérément cherché, étaient assis l'un en face de l'autre avec une civilité extraordinaire compte tenu des circonstances. Je veux vous remercier, a dit Martin à Robert, d'avoir donné à Catherine des opportunités que je n'aurais pas pu lui offrir. Son éducation, son exposition à l'art et à la culture, je vois comment cela a façonné la femme remarquable qu'elle est devenue. Robert a hoché la tête, l'humilité remplaçant sa confiance habituelle. Et je dois vous remercier de n'avoir jamais abandonné la recherche. Si vous l'aviez fait, la vérité n'aurait peut-être jamais éclaté. En les regardant, j'ai réalisé que les deux hommes m'avaient aimé à leur manière. L'amour de Robert avait été conditionnel et distant, teinté par la conscience subconsciente que quelque chose clochait. Celui de Martin avait été constant mais abstrait, dirigé vers un souvenir et un espoir plutôt qu'un enfant présent. Tous deux avaient été imparfaits, tous deux réels. Dans un développement surprenant,
Martin a créé la fondation et Blackwell pour les enfants disparus avec un financement de départ des deux familles. Robert, en quête de rédemption, a contribué de manière significative et a rejoint le conseil d'administration. La fondation fournirait des ressources aux familles recherchant des enfants enlevés et un soutien à ceux qui sont réunis après de longues séparations. J'ai décidé d'utiliser une partie de mon fonds en fiducie pour créer une bourse pour des programmes d'art-thérapie axés sur la guérison des traumatismes. Mon entreprise de design a continué à prospérer avec la publicité de mon cas, attirant une attention inattendue sur mon travail. J'ai légèrement modifié ma marque, opérant désormais sous le nom de KR & Design, incorporant des éléments de mon passé et de mon héritage nouvellement découverts. L'étape la plus difficile de mon parcours de guérison a été de rendre visite à Eleanor en prison. 6 mois après le début de sa peine, j'ai finalement accepté de la voir. La femme qui m'avait élevé était assise de l'autre côté d'une table, semblant petite et vieille, sa façade soigneusement entretenue dépouillée par la vie en prison. « Je ne demanderai pas pardon », a-t-elle dit immédiatement. « Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je veux que tu saches que, à ma manière brisée et tordue, je t'ai aimé. »« Je sais », ai-je répondu. C'est ce qui rend tout cela si compliqué. Nous avons parlé de sa maladie mentale, du traumatisme de ses multiples pertes de grossesse, de la crise psychotique qui l'a conduite à la nurserie de l'hôpital ce jour-là. Rien de tout cela n'excusait ses actions, mais comprendre le contexte m'a aidé à digérer la vie de distance émotionnelle qu'elle avait maintenue, sa façon de faire face à la peur constante d'être découverte. Quand tu as montré un talent artistique, a-t-elle admis, j'ai paniqué. C'était si clairement de clair. J'avais vu son travail dans la galerie de l'hôpital. C'est pourquoi je t'ai poussé vers les affaires, vers la voie des Blackwell. Chaque fois que tu te rebellais, j'étais terrifié. C'était ton vrai toi, qui perçait à travers l'identité que je t'avais imposée. J'ai quitté la prison avec un étrange sentiment de paix. Eleanor purgerait sa peine, mais sa plus grande punition était de vivre avec la connaissance de ce qu'elle avait volé, non seulement à moi et à la famille, mais aussi à Robert et même à elle-même. La possibilité de relations honnêtes construites sur la vérité. En reconstruisant ma vie, j'ai trouvé des moyens d'honorer les deux familles qui m'avaient façonné. Des Blackwell, j'ai gardé mon dynamisme et ma détermination, mon appréciation pour la musique classique, une passion que Robert et moi avions partagée malgré nos différences, et ma relation avec Sophia, qui est restée une cousine de cœur, sinon de sang. De la famille, j'ai embrassé mon héritage artistique, les traditions familiales chaleureuses qui m'attendaient depuis 28 ans, et l'acceptation inconditionnelle que j'avais toujours désirée. Martin et moi avons développé un lien père-fille qui se renforçait chaque mois, différent de ce qu'il aurait pu être mais précieux en soi. Robert a vendu le manoir des Blackwell, incapable de vivre avec les souvenirs et la tromperie qu'il contenait. Il a déménagé dans une maison plus petite et, de manière inattendue, a commencé à faire du bénévolat auprès d'enfants en famille d'accueil, sa façon de gérer son deuil compliqué de notre situation. Le premier anniversaire de la découverte de ma véritable identité, j'ai assisté à la dernière audience du tribunal, ma déclaration officielle en tant que victime lors de la révision de la peine d'Eleanor. Debout devant le juge, j'ai parlé avec une sagesse durement acquise. Ce qu'Eleanor Blackwell a fait ne peut être défait, ai-je dit. Elle a volé 28 ans qui ne pourront jamais être récupérés. Mais pour l'avenir, je choisis d'être Catherine Ramonae, embrassant à la fois le nom avec lequel je suis né et celui auquel j'ai répondu pendant la majeure partie de ma vie. Les deux font partie de moi maintenant. Plus tard dans la soirée, nous avons organisé une petite réunion chez Martin, une combinaison de célébrations d'anniversaire, puisque nous en avions manqué tant ensemble, et de réunions de famille. Daniel et Emma étaient là, ainsi que Sophia, représentant le lien avec les Blackwell. Le plus surprenant, Robert est venu brièvement, apportant une boîte en bois sculptée à la main que Martin avait faite comme cadeau de mariage pour Claire des décennies auparavant. D'une manière ou d'une autre, elle s'était retrouvée parmi les affaires d'Eleanor. En regardant Martin et Robert parler tranquillement dans un coin, j'ai réfléchi à l'étrange voyage qui nous avait tous amenés à ce point. La famille, avais-je appris, était plus compliquée que le sang ou l'éducation seule. C'était une tapisserie de choix, de liens et, parfois, de réconciliation après un préjudice inimaginable. La première bourse d'art-thérapie de la Fondation avait été attribuée plus tôt cette semaine-là à une jeune femme qui avait été réunie avec sa famille biologique après 16 ans. Votre histoire m'a donné de l'espoir, avait-elle écrit dans sa candidature. Si vous avez pu trouver votre chemin à travers une situation aussi complexe, peut-être que je le peux aussi. Cette nuit-là, alors que nous partagions un repas avec des personnes liées à la fois par la biologie et l'expérience,
j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais jamais connu dans le manoir des Blackwell. La vérité, aussi douloureuse qu'elle ait été, m'avait en effet libéré. Que feriez-vous si vous découvriez que toute votre identité était basée sur un mensonge? Comment réconcilieriez-vous deux familles et deux milieux complètement différents? Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être à votre place, pour découvrir ensuite qu'il y avait une raison? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que la vérité, aussi difficile soit-elle, peut mener à la guérison. Merci d'avoir écouté mon voyage de Ramona Blackwell à Catherinet. Deux noms, une seule identité authentique, enfin entière.